Jean Moulin, un nom d'un fabricant de poivre, un grand charmeur d'après les récits, mais surtout l'icône de la résistance française lors de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir failli participer à la Première Guerre mondiale en tant que soldat, comment Jean Moulin est-il devenu Jean Moulin? 5 faits surprenants en moins de 5 minutes chrono, c'est parti. Premier fait, Jean Moulin était-il un franc-maçon? Il n'y a aucun récit explicite concernant la franc-maçonnerie et Jean Moulin. En revanche, on sait que le père de Jean Moulin était un franc-maçon. Alors non, un franc-maçon c'est pas ça. C'est quoi la franc-maçonnerie en 2 mots? C'est une communauté, une société secrète. Et Pétain d'ailleurs ne portait pas dans son cœur les francs-maçons qui, selon lui, étaient responsables du malheur de la France. Au-delà d'être un professeur de latin et de français, Antoine, son père, était très impliqué politiquement parlant, puisqu'il était un fervent défenseur du parti radical. Même si on n'a aucune réelle preuve que Jean Moulin était tout non un franc-maçon, on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup d'entre eux qui étaient aussi représentés dans la résistance. Il y en avait dans la Creuse, à Lyon, etc. Et il y en a qui se donnaient rendez-vous avec Jean Moulin, comme par exemple Alice von Steenberge, qui viendra témoigner plus tard dans le procès contre Klaus Barbie. Deuxième fait, 25 octobre 1941, la rencontre avec De Gaulle. Il devient chef de la résistance française et cette rencontre sera décisive pour la suite des événements. Elle va permettre la coordination générale de l'action de la résistance. Voici l'ordre de mission validé par les mains du général De Gaulle lui-même, qui démontre la volonté réelle de monter toute une stratégie militaire organisée et efficace. Une fois mort, la résistance française perdra de son influence, même s'il a pu créer entre-temps le CNR, le Conseil national de la résistance. Troisième fait, 2 noms, Edmé Deltraz et Pierre Cotte, 2 noms qui ont fait basculer la vie de Jean Moulin. Pierre Cotte pour lui c'était tout au début, mais Deltraz ça sera plutôt à la fin. Alors Pierre Cotte, c'est un peu grâce à lui que Jean Moulin a pu gravir les échelons de la politique assez rapidement. En 1922, il passe sa licence de droit et il est nommé chef de cabinet de Monsieur Mounier, préfet de la Savoie. C'est là qu'il va rencontrer Pierre Cotte, un avocat inscrit au barreau de Paris. Jean Moulin, plus jeune que lui, est admiratif et va nouer une réelle complicité politique, et aussi amicale. Pierre Cotte étant un fervent défenseur du communisme radical, d'ailleurs on ne sait pas réellement si Jean Moulin partageait ses idées. Mais au fur et à mesure que Pierre Cotte va évoluer dans la politique, donc par exemple quand il sera élu à Chambéry en tant que député, ou quand il sera chargé du ministère de l'Air, Moulin sera toujours à ses côtés. Et c'est le 1er juin 1938 que tout prend fin quand Pierre Cotte est remplacé. Et pour Edmé Deltraz, on a pu avoir une réelle incidence sur la non-arrestation de Jean Moulin. En effet, Edmé Deltraz était une agent double, infiltrée dans le système nazi, dans la Gestapo, qui renseignait les résistants français. Une réunion d'une très grande importance devait se tenir à Caluire, et tous les plus gros poissons de la résistance étaient bien présents. Jean Moulin sera exceptionnellement en retard, pourtant c'est pas la SNCF, mais bel et bien un de ses collègues qui lui mettra un faux plan, et ce retard se répercute sur cette réunion de Caluire. Ça aurait pu permettre à Jean Moulin de lui sauver la vie. René Hardy dénonce qu'il y aurait une réunion, et Edmé Deltraz est censé les amener à l'endroit exact de celle-ci. Elle fera tout dans son possible pour alerter les résistants, mais rien n'y fait, personne ne le remarque. Elle dira un peu n'importe quoi pour brouiller les pistes de la Gestapo lyonnaise, mais le mal est déjà fait. À 5-10 minutes près, Jean Moulin n'était pas arrêté en ce 21 juin 1943. Quatrième fait, la photo mythique de Jean Moulin. Vous la voyez absolument partout, cette photo, dans les livres, sur internet. Bref, c'est un peu comme Hanouna, tu le vois partout, mais tu ne sais pas pourquoi réellement. Enfin, pour la photo-ci, c'est une photo choisie par sa sœur Laure Moulin lors de l'entrée des cendres de son frère au Panthéon. Cette photo a été prise au Pérou, à Montpellier. Le toujours très beau, mais abîmé par la décadence des cheveux bleus. Cette photo sera prise par son ami d'enfance, Bernard Marcel. Alors pourquoi Montpellier? Déjà car Jean Moulin est né à Béziers, et parce qu'il a aussi milité à Montpellier, notamment dans l'Union Générale des Étudiants, en abrégé UGEM. Cinquième et dernier fait, Klaus Barbie rencontre Robert Badinter. Le garde des Sceaux sous Mitterrand veut revivre le même calvaire qu'il a fait subir à Jean Moulin. C'est pour cette raison que Robert Badinter a décidé de le faire interner dans une cellule proche de celle de Jean Moulin, numérotée 130, à la prison de Lyon de Montluc. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que le procès de Klaus Barbie a été le premier procès filmé en France et donnera lieu à la loi Badinter en 1985. Cette loi permet l'enregistrement audiovisuel ou sonore des procès. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour mieux référencer celle-ci. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale pour vous présenter ma nouvelle rubrique. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!